je suis assez émerveillé par ce qui est en train de se préparer ici. Du point de vue de la méthodologie de mise en place, mais du point de vue véritablement des moyens qui sont actuellement en train d'être déployés. Quand je dis moyens, ce n'est pas les moyens financiers. Les moyens déjà au niveau des ressources humaines, je vois effectivement la cohérence au niveau donc de la ressource humaine qui est présente. Il y a un back-office qui permet une très bonne analyse de ce qu'on va proposer au marché. Le ministre a par ailleurs salué la dynamique de modernisation et de rupture en cours impulsée par l'Agence sénégalaise de promotion touristique. Toutefois, pour lui, des efforts restent à faire tant au niveau du personnel, des infrastructures que des équipements de travail. Nous avons vu un autre instrument qui nous semble être aussi un instrument important d'aménagement touristique. C'est le bras de l'État pour aménager des sites. Mais l'aménagement des sites, c'est simplement aménager pour permettre à des privés de venir exploiter. Les structures que nous avons vues sont dans une logique pour appuyer des territoires. Le ministre du Tourisme et des Transports aériens a également visité l'École nationale de formation hôtelière et touristique. Il assure que son département va promouvoir le développement de chaque service sur la base de ses compétences propres. Le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime poursuit sa visite au port autonome de Dakar. Après la direction générale, Omar Gueye s'est rendu à la Société des infrastructures de réparation navale et à Dakarnave. Dans ces deux structures, le ministre de la Pêche s'est félicité de la qualité du travail. Pape Kolingom. Direction générale de la Société des infrastructures de réparation navale, première étape de la visite du ministre de la Pêche et de l'Économie maritime. Ici, Omar Gueye a eu droit à une présentation détaillée d'un projet novateur de construction navale. L'objectif de ce projet, c'est de moderniser notre flotte de pêche artisanale. Les impacts sont multiformes, le ministre l'a évoqué. Ce projet permettra, dans un premier temps, d'améliorer la sécurité des pêcheurs. Ça va être très compétitif par rapport aux pirogues aujourd'hui qui sont utilisées sur le marché et qui sont des pirogues en bois. Deuxième étape de la visite, Dakarnave, une société spécialisée dans la réparation et l'entretien des bateaux. Implantée au Sénégal depuis 1999 dans le cadre d'un contrat de 25 ans avec les Portugais, Dakarnave répare en moyenne 300 bateaux par an et emploie plus de 400 personnes. Au niveau interne, les travaux marchent bien. Il y a la paix sociale au niveau interne. La CIRN a mis un programme très important de renouvellement et de remplacement de ces pirogues en bois par des pirogues en polyestyrène. S'agissant de Dakarnave, nous avons pu vérifier sur place et visiter ces infrastructures, ces installations qui sont modernes, avec notamment le dock flottant qui est donc quasiment unique en Afrique de l'Ouest. Je peux également rassurer au directeur général de Dakarnave qu'il peut compter sur l'État du Sénégal pour le respect scrupuleux des engagements qui sont donc déclinés dans ce protocole d'engagement entre les deux parties. Au terme de la visite, une médaille symbolisant le partenariat fécond entre les fournisseurs portugais et l'État du Sénégal a été remise au ministre Omar Gueye. Voyons l'actualité à l'étranger avec d'abord le conflit israélo-palestinien. Le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas a pris fin. Le groupe islamiste a repris ses tirs de roquettes sur l'État hébreu. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a donné l'ordre à son armée de riposter. Le bilan de ce vendredi fait état de 5 morts, dont un enfant. Nous sommes prêts à reprendre la bataille pour donner à l'occupant sa plus dure défaite. Nous sommes prêts à faire une longue guerre qui va paralyser la vie et toutes les grandes villes d'Israël. Alors que des roquettes ont été tirées vers le sud d'Israël, avant même que le mouvement islamiste Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, annonce que la trêve était terminée, suite au refus des Israéliens de mettre fin au blocus lors des négociations du Caire. Ce matin, le Hamas a ouvert le feu sur nos collectivités, sur des villes et sur les communautés rurales sans discernement, en ciblant des civils, des hommes, des femmes et des enfants. La riposte ne s'est pas fait attendre. De nouvelles frappes de l'armée israélienne ont atteint des quartiers de Gaza, apportant son lot de douleur et de détresse, faisant de nouvelles victimes et de nombreux blessés, dont des enfants.
Nous avons souhaité un cessez-le-feu et un accord pour que nous puissions retourner dans nos maisons. Ils ont détruit nos maisons, tué nos jeunes et nos enfants. Nos enfants ont peur. Il est clair que la guerre n'est pas finie. Les tirs de roquettes du Hamas visent à influer sur le cours des négociations du Caire face à Israël. Un nouveau cycle de violence est à prévoir si chacun reste planté sur ses positions. Le reste de l'actualité sous forme de brèves illustrées, nous allons au Mali, aux États-Unis, en RD Congo et au Libéria, où l'état d'urgence a été décrété pour lutter contre l'épidémie du virus Ebola. État d'urgence au Libéria. Dans les communes particulièrement touchées par le virus Ebola, l'armée surveille les allées et venues et fait respecter les mesures de quarantaine. L'épidémie a déjà fait près d'1 millier de morts en Afrique de l'Ouest. La présidente de la Commission de l'Union africaine appelle à la solidarité internationale. Nous devons informer plus. Nous devons réagir. La vitesse de réaction doit être plus rapide. Mais la communauté internationale, surtout l'OMS, doit être plus prompte à intervenir et à nous aider plus vigoureusement. Les boîtes noires de l'avion d'Air Algérie n'ont pas livré tous leurs secrets. L'une d'elles reste muette car elle est endommagée. C'est ce qu'ont expliqué les enquêteurs lors d'une conférence de presse à Paris hier. Ils n'ont pas pu entendre les enregistrements des conversations dans le cockpit. Le crash du vol AH5017 le 24 juillet dernier demeure donc inexpliqué et toutes les hypothèses restent ouvertes. Le premier sommet États-Unis-Afrique a été une bonne opération pour le Kenya. C'est ce qu'a déclaré le président Uhuru Kenyatta à l'issue de la réunion. Il estime que ce sera une base pour une plus grande coopération sécuritaire et économique. Washington s'est engagé à débloquer 65 millions de dollars pour la sécurité en Afrique. Le président kenyan a tenu à rassurer les futurs investisseurs. Dans les 3/4 du pays, il n'y a pas de problème. Je l'ai déjà dit. C'est sur la côte kenyane. C'est sur la côte kenyane que nous avons des soucis. Quand vous êtes à Nairobi ou à Nakuru ou dans toute autre grande ville, les affaires tournent normalement. Le Conseil de sécurité de l'ONU menace de lancer une intervention militaire contre les FDLR s'ils ne désarment pas. Depuis 20 ans, ces rebelles sèment la terreur dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces milices sont composées de Hutus qui ont fui le Rwanda après le génocide. 11 000 FDLR ont été désarmés depuis 2002, mais il reste environ 1500 irréductibles. On va reparler de la visite du chef de l'État aux États-Unis, au nord des États-Unis. Le président de la République est allé répondre à l'invitation du gouverneur de l'État de Vermont à Montpellier, capitale de l'État. Le président Sall a été reçu au Capitole, siège du gouvernement. Au menu, le renforcement de la coopération militaire avec la Garde nationale de l'État de Vermont. Nous écoutons le président de la République. J'ai rencontré le gouverneur Peter Chamlin, qui m'a invité en présence de la Garde nationale de Vermont, qui a une très grande coopération avec le Sénégal depuis maintenant 6 ans, coopération exemplaire, et c'est la raison pour laquelle je suis tenu à venir ici avec le général Sow, chef d'état-major général des armées. Et comme vous le savez, le président Obama a déjà choisi le Sénégal parmi les 6 pays qui seront accompagnés par les États-Unis d'Amérique dans le cadre des missions de maintien de la paix. Et cela suppose toujours une armée disponible, bien entraînée. Et il y a une philosophie nouvelle qui voudrait que les Africains prennent en charge eux-mêmes la question du maintien de la paix en Afrique. Et évidemment, cela a des conséquences sur la réorganisation de notre travail, sur l'équipement des forces et sur un certain nombre de choses sur lesquelles déjà notre coopération avec la Garde nationale de Vermont va être concentrée. Donc ce domaine militaire sera renforcé, mais nous avons surtout discuté avec le gouverneur d'autres perspectives dans le domaine de l'éducation. Avec Vermont aussi, on a vu ce que le solaire peut faire alors que nous avons une durée d'ensoleillement beaucoup plus importante. Là aussi, avec la baisse sur le photovoltaïque, il y a de belles perspectives en matière de développement d'énergie solaire.
Nous revenons au Sénégal avec ce livret sur l'acte 3 de la décentralisation, comprendre la décentralisation, le développement local, départementalisation, communalisation intégrale. L'objectif des auteurs de cette publication, c'est d'aider les élus locaux à mieux réviser les contours administratifs et enjeux économiques de cette réforme majeure. Aïssatou Diop Tall. Dans ce deuxième numéro du livre, les rédacteurs donnent selon eux des réponses claires et précises sur la décentralisation. Ce document intitulé « Comprendre la décentralisation et le développement local » a pour objectif de permettre aux citoyens en général et aux élus locaux en particulier de comprendre le sens de l'acte 3 de la décentralisation. Quand l'acte 3 a été annoncé par le gouvernement, on s'est rendu compte que très peu de personnes ne savaient ce que c'est vraiment l'acte 3 de la décentralisation. On en parlait partout dans la presse, mais en demandant aux gens, personne ne savait ce que c'est concrètement. Alors, le deuxième livret sur l'acte 3 de la décentralisation est le numéro 2 d'une série qui explique aux citoyens de façon très simple ce que c'est l'acte 3 de la décentralisation. Ce second livret est produit en 2 volumes. Le premier aborde les questions relatives à la commune avec quelques points sur la ville et le deuxième s'intéresse au département. Et à la fin de cette première publication, nous avons jugé, toujours dans le cadre de cet accompagnement, de mettre à la disposition des citoyens et des élus locaux nouvellement installés lors des dernières élections locales un premier instrument qui leur permet de comprendre l'environnement institutionnel et le fonctionnement des 2 ordres de collectivités locales que nous avons désormais au Sénégal, à savoir la commune et le département. Lors de ce lancement du livret numéro 2, les acteurs ont invité les élus locaux, en particulier les nouveaux élus, à s'approprier le document. Pour comprendre d'abord dans quel environnement ils se situent, comment fonctionnent ces collectivités locales, et ensuite pourquoi on a mis en place ces collectivités locales. La Fondation Konrad Adenauer et l'agence Tatane souhaitent continuer dans cette dynamique afin de donner toutes les réponses nécessaires sur la décentralisation et sur l'acte 3. Après le Ramadan, il est difficile de reprendre le sport. Un tour au parcours sportif de la Corniche-Ouest permet de faire ce constat. Ils sont nombreux les pratiquants qui ont du mal à retrouver la forme et les moniteurs sont obligés de réduire l'intensité et le rythme des exercices physiques. Reportage de Koumba Diakhatemar. Quelques exercices physiques seulement et on perd le souffle. La longue trêve Ramadan est peut-être passée par là. J'ai repris aujourd'hui, mais ouf, c'est des galères. Oui, c'est difficile. Mais tu essaies de faire avec. Tu sais qu'il y a 2 conséquences. Si tu ne fais pas, tu n'auras pas ce que tu veux. Je reprends tout le monde timidement en haletant. J'ai déjà fait un tour et ça me fait du bien déjà sur le sable. Parce que là, il faut y aller progressivement. C'est pas évident parce que la pause a été relativement longue, donc durant tout le Ramadan. Et on a eu le temps parfois donc, de s'ankyloser. On grossit, la condition physique n'y est presque plus. N'empêche, le parcours sportif grouille de monde à ses heures habituelles. Par ici, du football, de la musculation par là-bas, et là, du footing. Parce que chaque fois, si on court sur le sable, on court pendant, par exemple, 1h30. Mais depuis la reprise, on court au lieu d'aller à 1h30, mais on va juste à 45 minutes de sable après faire la gymnastique. Et les temps qu'on fait, on a tout limité. Ce qu'on faisait par exemple à 20 ou à 30, on est obligé de le faire à 15. Et pendant 1 semaine, dans 2 semaines, on reprend le rythme normal. Laboratoire de physiologie de la faculté de médecine de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ici, il est conseillé de reprendre progressivement le sport pour éviter tout risque d'accident. Il y a ce qu'on appelle le phénomène de déconditionnement qui va survenir. Les muscles vont s'en ressentir et on le sait dans le monde sportif que pratiquement tous les soucis et les accidents qu'on a régulièrement au niveau des terrains, c'est le cœur qui est responsable. Le mieux serait de commencer par de la marche, surtout si on commence à prendre de l'âge, autour de la 40-50aine, marcher pendant 1 mois, le faire au moins 3 fois dans la semaine, et bien avant de reprendre
un footing ou bien un jogging qui est plus prononcé. Pour le moment, le footing se fait à un rythme moyen, le temps de retrouver la forme d'antan. Dur de reprendre le sport après un mois de Ramadan intense. On va parler des Lions du Sénégal qui, vous le savez sans déjà, vont recevoir les pharaons d'Égypte en éliminatoire de la Coupe du Monde, de la Coupe d'Afrique Maroc 2015. L'assurance a été donnée par le ministre des Sports en visite au stade Léopold Sédar Senghor. Matarba a bien apprécié l'état d'exécution des travaux de réfection sur le plan sécuritaire. Toutes les dispositions sont prises pour faire face à toute forme de menace. Compte rendu Mamadou Lamilba. Les travaux de réfection du stade Léopold Sédar Senghor sont à 90% de réalisation. Une avancée majeure qui dissipe toute inquiétude. Le Sénégal peut bien recevoir ses futurs adversaires à domicile. Le match du Sénégal, c'est un enjeu national. L'essentiel, c'est de permettre au Sénégal de jouer ici pour avoir les chances de battre l'Égypte, d'aller au Botswana, gagner et se qualifier. Et ça, il n'y a pas de deuxième solution. Il n'y a pas de solution B. Le président de la République a dit on joue au Sénégal, c'est au Sénégal qu'on devrait jouer. Aujourd'hui, nos entrepreneurs qui sont des Sénégalais comme nous, qui aiment leur pays comme nous, se sont investis et aujourd'hui, tout le monde peut de visu voir qu'effectivement, il y a des évolutions notoires. Après une suspension d'un an pour cause de troubles, les autorités ont pris toutes les dispositions pour assurer la sécurité dans le stade et ses alentours. On vient d'une suspension parce qu'il y avait des normes sécuritaires, peut-être qui ne nous permettaient pas d'éviter ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on a quelque chose de plus, des caméras de surveillance. À partir de lieux où il y a les caméras et des écrans, voir ce qui se passe dans les radars pour parer à toute éventualité. Sur les 34 caméras initialement prévues, caméras un dispositif qui mettra c'est dans 5 plus ces journaux de l'information sportive Moussa Mané. Plus qu'un séminaire, dans une tradition sportive. On a insisté donc sur le magazine sportif, une production qui doit être une production de éléments lucratif et de pour faire face à cette situation, la direction générale de la RTS mise sur une technologie de pointe et aussi sur des ressources humaines de qualité. Le lancement des télévisions régionales, il s'ensuit un processus de renforcement des capacités qui sont affectées dans ces nouvelles stations. Donc voilà les deux objectifs de ce séminaire. Je dois dire que ça va constituer également une incitation à un transfert de compétences. Salué par les chefs de station de la radio chaîne 4 ainsi que de la télévision zonale de Ziguinchor, ce séminaire vient à son heure. Il contribue au renforcement des capacités opérationnelles des journalistes locaux. Donc vous avez une chance en tout cas, c'est une chance. Donc c'est à vous maintenant de la saisir. Parce que quand même, cette formation qu'on est en train de vous délivrer, peut-être, c'est dans une école de formation de journalisme. Ou bien aller peut-être payer peut-être un cabinet pour avoir ce genre de formation. Avec cette formation, nous voyons que la direction générale, en tout cas, veut miser sur la qualité de ses personnels. Parce que dans les stations régionales, nous en avons aussi besoin.
Né de la volonté des autorités de la RTS, la mise en place de la chaîne de télévision locale a été un pari réussi. Aujourd'hui, l'heure est au renforcement des capacités de ses agents. Ceci pour mieux servir le public qui est sa raison d'être. La RTS qui renforce les capacités de ses agents, c'est à Ziguinchor, c'est pour toute la région sud. Et puis cette triste nouvelle qui est tombée hier matin, le mythique chef d'orchestre de Lucas de Sédhiou est décédé hier à Dakar, âgé de 76 ans. Abdou Kounta Diaité, de son vrai nom, a porté haut le flambeau de la culture mandingue. Après un passage de quelques années au Casa Creole Band de Ziguinchor, Abdou Kounta répondra à l'appel de sa ville natale Sédhiou, où les jeunes venaient de mettre sur pied l'Union culturelle et artistique de Sédhiou. C'était en 1959. La levée du corps donc a eu lieu hier nuit à l'hôpital général de Grand Yoff. Abdou Kounta Diaité a été inhumé cet après-midi à Sédhiou. Toutes nos condoléances à sa famille et à la famille de la musique en général. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments sur la RTS.